Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir la solution du TD numéro 7 qui concerne les interactions des rayonnements particulaires avec la matière et l'atténuation des rayonnements électromagnétiques. Donc on va commencer par les QCM. En QCM numéro 1, le plan a une CDA de 0,2 cm. Première proposition. Pour une épaisseur de 2 mm de plan, la totalité du faisceau de photons sera atténuée. Dans le cours, on avait dit que les rayonnements électromagnétiques, lorsqu'ils traversent la matière, peuvent interagir avec cette dernière, ou bien ils peuvent la traverser sans aucune interaction. Ça veut dire que il y aura toujours certains photons du faisceau qui vont ressortir de la matière. Et donc, quelle que soit l'épaisseur de l'écran, ou bien ici comme ici du plan, il y aura toujours des photons qui vont sortir de l'écran de plan. Et donc, si on met 2 mm de plan, ça ne suffira pas pour arrêter tous les photons. Donc on avait dit dans le cours qu'il faut une épaisseur infinie pour arrêter tous les photons. Donc 2 mm, ce n'est pas suffisant. Alors la deuxième proposition, donc vous mettez proposition A, fausse. Deuxième proposition, pour une épaisseur de 2 cm, la totalité du faisceau de photons sera atténuée. Alors c'est la même chose. Alors 2 mm ou bien 2 cm, ce n'est pas suffisant. Il faut une épaisseur infinie. Donc ici, vous mettez faux. Alors, il y a eu une erreur ici. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Alors vous enlevez correct, vous mettez faux. Proposition B, fausse. Alors proposition C, 2 CDA suffisent à atténuer la totalité du faisceau. C'est toujours faux. Ce n'est pas suffisant. Il faut une épaisseur infinie. Donc, proposition C, c'est faux. La proposition D, 0,6 cm de plan atténueront 87,5% des photons. Donc, on va voir la solution. Donc, on sait que l'intensité transmise, I, est égal à l'intensité incidente I0 fois exponentielle moins mu x. Donc si on divise I par I0, on va obtenir ce qu'on appelle la transmission, ou bien le pourcentage de photons transmis par rapport au pourcentage, par rapport aux photons incidents. Alors si on veut l'atténuation, donc on doit mettre I0 moins I sur I0. Donc I0 moins I nous donne le nombre, et ça c'est l'intensité qui est sortie ou bien qui a été transmise. Ici, l'intensité qui a été absorbée ou bien atténuée, c'est I0 moins I. Donc on a déjà parlé de ça dans le cours. Donc I0 moins I sur I0 va donner l'atténuation. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'atténuation. Donc, I0 moins I sur I0, c'est 1 moins exponentielle moins mu x. Et nous, on n'a pas mu, nous avons la CDA. Mu, c'est ln de 2 sur la CDA. Donc, en remplaçant avec les valeurs, donc on a 1 moins exponentielle moins ln de 2 sur 0,2 fois x, c'est 0,6. On obtient 0,875. Ça veut dire 87,5% des photons ont été atténués. Et donc, cette proposition est correcte puisqu'elle dit que 0,6 cm de plan atténueront 87,5% des photons. Alors, la proposition E, elle est incorrecte puisqu'elle dit que toutes les propositions sont fausses alors que la proposition D est correcte. On passe au QCM numéro 2.
Proposition A, les particules chargées ont des interactions aléatoires avec la matière. C'est vrai, on ne peut pas savoir à l'avance quel type d'interaction il y aura entre la particule chargée et la matière. C'est aléatoire. Proposition B, les particules chargées lourdes sont directement ionisantes. Alors, on dit qu'un rayonnement est directement ionisant s'il s'agit de particules chargées. Ça veut dire qu'ils possèdent une charge électrique. Qu'ils soient lourds ou bien légers, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'ils possèdent une charge électrique. Donc, toute particule possédant une charge électrique et avec une énergie suffisante, on dit qu'elle est directement ionisante. Donc, la proposition B est correcte. Proposition C, les particules chargées légères sont indirectement ionisantes. Alors ici, ça n'a pas de relation avec la masse de la particule chargée. Qu'elle soit lourde ou légère, ce n'est pas important. Pour qu'elle soit directement ionisante, on a dit, il faut qu'elle soit chargée. Donc, les particules chargées lourdes ou bien légères sont toutes directement ionisantes. Alors, indirectement ionisantes, ce sont les rayonnements neutres qui n'ont pas de charge électrique, comme les rayons X, les rayons gamma, et aussi les rayons électromagnétiques, rayons X, rayons gamma, n'ont pas de charge électrique. Mais aussi les neutrons. Ce sont des particules, mais qui n'ont pas de charge électrique. Alors, tout ça, tous ces rayonnements, on les appelle rayonnements indirectement ionisants. Donc, les particules chargées légères sont directement ionisantes. Elles ne sont pas indirectement ionisantes. Donc, la proposition C est fausse. Proposition D, une particule chargée donnée ne peut interagir qu'avec un seul électron. C'est faux, puisqu'elle peut interagir avec plusieurs électrons. Proposition E, une particule chargée peut interagir avec plusieurs électrons. C'est correct. Donc, on a les propositions A, B et E qui sont correctes. QCM3, le TLE, ça veut dire le transfert linéique d'énergie, caractérise l'interaction des rayonnements ionisants avec la matière. C'est faux puisqu'il ne nous donne pas assez d'informations sur l'interaction des rayonnements avec la matière. Donc, il ne donne que l'énergie moyenne cédée par unité de temps, c'est tout. Donc, ce n'est pas vraiment caractérisant de l'interaction rayonnement ionisant avec la matière. Alors, proposition B, donc vous mettez A faux, B, plus le TLE est élevé et plus la particule est nocive. Nocive, ça veut dire qu'elle est dangereuse. C'est vrai, puisque lorsque le TLE est élevé, ça veut dire que le rayonnement va déposer une plus grande énergie dans le tissu. Et donc, il devient nocif ou bien dangereux pour ce tissu ou bien pour les cellules. Donc, mettez B correct. Dans l'air, on a la DLI est égale à 34 fois le TLE, où la DLI est la densité linéique d'ionisation. C'est faux. Alors, en général, la DLI, c'est le TLE sur oméga bar. Oméga bar, c'est l'énergie moyenne d'ionisation. Donc, normalement, c'est TLE divisé par 34 électronvolts. Donc, ce n'est pas une multiplication ici. Donc, c'est faux. Proposition D, le TLE est indépendant de l'énergie moyenne transférée pour chaque ionisation. C'est vrai. Proposition E, plus le TLE est élevé et plus la quantité d'énergie cédée par unité de distance est grande. C'est vrai, puisque le TLE, c'est l'énergie cédée par unité de distance. Donc, plus il est grand, plus cette énergie est grande. Donc, E est correct.
QCM4, on nous dit les particules suivantes ont un pic de Bragg. Alors les particules alpha, c'est vrai. Les électrons, non. C'est faux. Les positons, c'est faux. L'ion d'hydrogène, c'est vrai. Et l'ion de carbone, c'est vrai. Donc les particules qui ont un pic, ce sont les particules lourdes. Par contre, les particules légères n'ont pas vraiment de pic. Donc comme les protons par exemple, ils sont très lourds par rapport aux électrons et positons. Et donc ils ont un pic comme on l'a vu dans le cours. Donc vous avez uniquement alpha, ion d'hydrogène et ion de carbone. Les électrons et les positons ne possèdent pas de pic de Bragg. Alors question 5. Le coefficient linéique d'atténuation dépend uniquement du matériau cible. Ça veut dire mu. Mu qu'on a utilisé ici. Mu. Coefficient d'atténuation linéique. Alors dans le cours, on avait dit que mu dépend du matériau et aussi de l'énergie du rayonnement. Donc il ne dépend pas uniquement du matériau. Il dépend du matériau et de l'énergie du rayonnement. Donc la première proposition est fausse. Alors la deuxième, la trajectoire des électrons est une ligne brisée. C'est vrai, on l'a vu dans le cours. Donc ils ont une trajectoire en zigzag, donc c'est correct. Alors, les particules alpha ont des trajectoires sinueuses dans la matière, c'est faux. Donc on l'a aussi vu dans le cours. Une particule alpha, c'est une particule lourde. Donc une particule alpha, c'est une particule lourde et donc on a vu que leurs trajectoires sont pratiquement rectilignes. Donc, comme on va le voir, donc ça c'est une trajectoire d'un électron. Vous voyez qu'elle est ici en forme de zigzag. Par contre, pour une particule alpha, par exemple, elle est pratiquement rectiligne. Donc la proposition 3 est fausse. Elle n'est pas sinueuse, elle est rectiligne pour les particules alpha. Donc, par proposition 4, le coefficient linéique d'atténuation dépend de l'énergie du photon incident. C'est vrai. Proposition 5, le coefficient linéique d'atténuation permet de calculer la couche de demi-atténuation, la CDA. C'est vrai. Donc, nous avons les propositions 2, 4 et 5 qui sont correctes. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 6. Alors, dans la question numéro 6, on nous dit deux matériaux, A et B, ont respectivement des coefficients d'atténuation de 0,06 mm-1 et 0,131 mm-1. Sachant que l'épaisseur de B est de 8 mm, alors que l'épaisseur X en millimètres du matériau A est équivalente à la même atténuation de B. Et donc on nous demande quelle doit être l'épaisseur X du matériau A qui va donner la même atténuation que le matériau B. Donc nous avons μA, coefficient d'atténuation du matériau A, c'est 0,06 mm-1. μB, c'est 0,131 mm-1.
l'épaisseur du matériau B, c'est 8 mm, et on veut l'épaisseur X du matériau A. Alors l'atténuation, on veut la même atténuation pour les deux matériaux. Donc on mettra I sur I0 pour le premier matériau. Ça veut dire le matériau A, elle s'écrit exponentielle moins mu A X. Puisqu'elle doit être égale à l'atténuation du matériau B, donc on met ici égal à l'atténuation du matériau B, c'est exponentielle moins mu B fois B. Donc cet exposant-là, les deux exposants sont égaux, puisque les deux exponentielles sont égales. Donc mu A fois X doit être égal à mu B fois B. Et donc X, c'est mu B sur mu A fois B. On obtient à la fin 17,47 mm. Donc c'est la réponse B. Alors, question 7. Combien de CDA faut-il pour ne laisser passer qu'un photon sur 1000 d'un rayonnement électromagnétique? Ça veut dire que ici, la transmission c'est 1 pour 1000 ou bien 0,1%. Donc on a I sur I0 est égal à 1 sur 1000 est égal à exponentielle moins mu X. Alors nous, on cherche la CDA. On sait que mu, c'est moins ln de 2 sur la CDA. Et donc, cette exponentielle plus, ici on a mis plus. Et ici, on ne met pas 1 sur 1000, mais 1000, puisqu'on a enlevé le signe moins ici. Donc, est égal à 1000. Donc, X, c'est ln de 1000 sur ln de 2 fois la CDA. Et donc, X est presque égal à 10 CDA. Donc, on doit avoir une épaisseur X égale à 10 fois la CDA pour qu'il ne soit transmis que 1 millième des photons incidents. Alors, question 8. On nous dit pour déterminer le coefficient d'atténuation linéique d'un matériau inconnu, l'expérience a montré que ce dernier réduit de 60% l'intensité d'un faisceau de photons gamma d'énergie 0,3 MeV lorsque l'épaisseur du matériau est de 1,5 cm. On nous demande de trouver la valeur de mu. Donc, le matériau réduit de 60% l'intensité. Ça veut dire que l'atténuation, c'est 60%. Et donc, on a X, c'est 1,5. L'atténuation, c'est I0 moins I sur I0. Il faut faire attention, ce n'est pas I sur I0. I sur I0, c'est la transmission. Dans l'exercice, on nous dit que l'atténuation, ça veut dire le pourcentage de photons qui ont été absorbés, c'est 60%. Ça veut dire que I0 moins I sur I0 égale à 60%, donc 0,6. Donc 1 moins I sur I0 égale à 0,6. Ça veut dire que I sur I0 égale à 0,4. Ou bien on peut directement dire que puisque l'atténuation c'est 60%, donc la transmission c'est 40% ou bien 0,4. Donc elle est égale à exponentielle moins mu x et donc on obtient directement mu c'est moins ln de 0,4 sur x, donc c'est 0,61 cm moins 1. Donc question 9. Dans la question 9, c'est la suite de la question 8. Donc, ce même matériau-là, on nous dit qu'on insère entre deux feuilles de ce même matériau, donc le matériau de la question 8, entre deux feuilles de ce même matériau d'épaisseur identique, E égale à 5 mm, une feuille de plomb qui a une CDA égale à 0,25 mm et une épaisseur égale à 0,25 mm.
et on veut trouver la réduction de l'intensité. Réduction, ça veut dire atténuation. Ça veut dire I sur I0. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris deux feuilles du premier matériau, comme ça. Et entre ces deux feuilles, on a placé une feuille d'un deuxième matériau. Alors, les épaisseurs des deux feuilles, c'est 5 mm. Donc, vous corrigez, j'avais mis 5 cm, vous mettez 5 mm. Et pour la feuille intermédiaire du nouveau matériau, c'est 0,25 mm. Vous corrigez aussi, j'avais mis 25 mm. C'est 0,25. Alors, mu1 du premier matériau, ça veut dire pour cette feuille et pour celle-là, c'est 0,61 cm moins 1, celui qu'on a calculé dans la question 8. Alors, ce qui va se passer ici, parce que le faisceau va traverser les trois feuilles, on peut le schématiser ici. Donc, on va considérer la première feuille toute seule, ensuite la deuxième toute seule, ensuite la troisième toute seule. Donc, le faisceau incident, c'est I0. Lorsqu'il va traverser la première feuille, il ne va rester qu'une intensité I1 qui sera atténuée par la deuxième feuille et va devenir I2 qui à son tour sera atténuée par la troisième feuille et qui deviendra I3. Donc on a I1 inférieur à I0, I2 inférieur à I1 et I3 inférieur à I2. Donc, on pourra écrire, on sait que I1, c'est I0 exponentielle moins mu1, E1. Et I2, c'est I1 exponentielle moins ln de 2 sur la CDA, puisqu'on ne connaît pas mu de la deuxième feuille. On connaît seulement sa CDA. Donc, moins ln de 2 sur la CDA fois E2, l'épaisseur de la deuxième feuille. Et I3, c'est I2 exponentielle moins mu1, E1. Donc, I3 est en fonction de I2. Alors, on peut trouver I3 en fonction de I0. Donc, en remplaçant, donc, ici, à la place de I2, on met ça. I1 exponentielle moins ln de 2, CDA fois E2. Et à la place de I1, on mettra ça. I0 exponentielle moins mu1 exponentielle fois E1, pardon. Et donc, on aura I3, c'est I0 exponentielle moins 2 mu1 E1, moins ln de 2 sur la CDA fois E2. Ça veut dire que I3 sur I0, qui est la transmission à travers les trois feuilles, donc I3 sur I0 est égal à 100. Donc ici, à la place de E1, vous mettez 0,5, j'avais mis 5, c'est faux, vous mettez 0,5, puisque c'est 5 mm, en centimètres, c'est 0,5, puisque mu1 est en centimètres moins 1, donc mu1 est en centimètres moins 1, E1 doit être en centimètres. Donc, on mettra ici 0,5. Moins ln de 2 sur 0,25 fois 0,25, on obtient 0,27. Alors ça, c'est la transmission. Alors, l'atténuation, c'est I0 moins I3 sur I0. Donc, c'est 1 moins I3 sur I0, ça veut dire 1 moins 0,27. Donc, c'est 0,73, ça veut dire qu'on obtient une atténuation finale de 73%. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. On a un faisceau de photons parallèles, monochromatique, ça veut dire que tous les photons du faisceau ont la même énergie. Alors, leur énergie, c'est 90 kV, ça veut dire que chaque photon a une énergie égale à 90 kV.
Alors, ce faisceau traverse 7 mm d'un milieu inconnu. Donc, on a un matériau dont l'épaisseur est égale à 7 mm et ce matériau est traversé par le faisceau de photons. Donc, on sait que le flux énergétique avant la traversée était de 120 watts, ça veut dire que sa puissance était égale à 120 watts. Et qu'après la traversée, donc à la sortie du matériau, il ne reste qu'une puissance ou bien qu'un flux de 30 watts. Alors, des études poussées ont permis de montrer qu'un photon absorbé sur 8 interagit par effet quantum. Alors, première question, calculer la CDA de ce matériau. Alors, on sait que I sur I0 est égal à exponentielle moins mu x. Alors, on peut remplacer les intensités par les puissances. Donc, on mettra la puissance P sur P0. C'est la même chose, puisque la puissance, c'est l'intensité multipliée par l'énergie. L'énergie est une constante. Donc, on aura toujours ici exponentielle moins mu x. Donc, on mettra ici 30, la puissance transmise, sur 120, la puissance incidente. Donc, 30 sur 120, c'est 0,25. Alors, en mettant le logarithme partout, donc logarithme d'exponentielle moins mu x est égal à logarithme 0,25. Donc, mu, c'est moins logarithme de 0,25 sur x. X, c'est 7 mm. Donc, on obtient à la fin mu égale à 0,198 mm moins 1. La CDA, c'est ln de 2 sur mu. On obtient 3,5 mm. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de calculer le coefficient linéique d'atténuation par effet photoélectrique et par effet quantum. Donc, on sait que lorsque les rayonnements électromagnétiques traversent un milieu, ils peuvent interagir soit par effet photoélectrique, soit par effet quantum, soit par production de paires. Mais pour la production de paires, on a dit que l'énergie du photon doit être supérieure à 1,022 MeV. Alors ici, les photons ont une énergie égale à 90 kV. Donc ces photons ne peuvent pas produire des paires électrons-positons. Donc il n'y aura que des interactions par effet photoélectrique et effet quantum. Ça veut dire que le coefficient d'atténuation du matériau est égal au coefficient d'atténuation par effet quantum plus le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique. C'est tout. Il n'y a pas de production de paires. Alors, sachant que un photon absorbé sur 8 a interagi par effet quantum. Ça veut dire que l'effet quantum est responsable de l'absorption de 1/8 des photons incidents. Donc, on mettra mu quantum, c'est 1/8 de mu total. Et donc, mu par effet photoélectrique, ça sera 7/8. 7/8 du coefficient total. Alors, le coefficient total, on l'a calculé, c'est 0,198 mm moins 1. Donc, mu par effet photoélectrique, c'est 7 sur 8 fois 0,198. On obtient 0,17325 mm moins 1. Et mu quantum, c'est 1/8. Donc, c'est 1 sur 8 fois 0,198. Donc, on obtient 0,02475 mm moins 1. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, on nous dit que le zinc possède une densité D égale à 7. Alors, ce zinc présente un coefficient massique d'atténuation
égale à 0,05 cm² par gramme pour des photons d'énergie égale à 1 mégaélectronvolt. Première question. Calculer le coefficient linéique d'atténuation du zinc et en déduire la CDA. Alors, on sait que le coefficient d'atténuation massique, c'est mu sur ρ. ρ, c'est la masse volumique du zinc. Alors, nous, dans cet exercice, on n'a pas la masse volumique du zinc. On a seulement sa densité. On sait que la masse volumique de n'importe quel matériau est égale à sa densité fois la masse volumique de l'eau. Donc, on va remplacer la masse volumique du zinc par la densité du zinc multipliée par la masse volumique de l'eau. Et nous, on cherche le coefficient d'atténuation linéique, mu. Ça veut dire que mu, c'est le coefficient d'atténuation massique multiplié par la densité du zinc multiplié par la masse volumique de l'eau. Alors, mu massique, c'est 0,05. Densité du zinc, c'est 7. Et la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Et donc, on va obtenir 0,35 cm moins 1. La CDA, c'est 1,2 sur mu, donc c'est 1,98 cm. La deuxième question, que devient ce flux quand le faisceau traverse un écran de 4 mm d'épaisseur de zinc? Ça veut dire qu'on doit calculer la transmission. On a I sur I0, c'est exponentielle moins mu x, on obtient 0,87. Ça veut dire que la transmission, c'est 87%. Question 3. Quelle est l'énergie de chaque photon émergent après la traversée de l'écran? Alors ici, ce qu'on appelle photon émergent, qu'on a pris dans ce calcul-là, on va dire les 87%, ce sont les photons qui sortent du matériau avec la même énergie et la même direction. Et donc, les photons transmis auront la même énergie que les photons incidents. Donc, l'énergie de chaque photon émergent ne change pas. Elle est de 1 mégaélectronvolt. La question 4. Quelle est la masse surfacique de cet écran? Alors, la masse surfacique, c'est le produit ρ fois x. Ça veut dire c'est la masse volumique fois x. Donc, c'est 7 fois 0,4. Alors, 7, ce n'est pas la densité. C'est aussi, puisque là, on a dit, la masse volumique ρ, c'est d'eau, c'est la densité D fois la masse volumique de l'eau. Puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, ça veut dire que la masse volumique du zinc, c'est 7 grammes par centimètre cube. Donc, c'est 7 grammes par centimètre cube fois x, l'épaisseur 0,4. Donc, on obtient 2,8 grammes par centimètre carré. Cinquième question. Comment, avec cet écran, pourrait-on observer un affaiblissement de 15/16 du faisceau incident? Ça veut dire que comment peut-on avoir une atténuation ou bien une absorption de 15/16 du faisceau incident? Alors, on sait que l'affaiblissement, on a dit, c'est l'atténuation. On sait que l'atténuation, c'est I0 moins I sur I0.
Donc, c'est 15 16e. Ça veut dire que I sur I0, ici, c'est la transmission, elle est égale à 1 16e. Et I sur I0 est égal à exponentielle moins mu x. Alors, pour changer l'atténuation ou bien la transmission, il faut ou bien changer mu ou bien changer x. Alors, mu, on nous dit c'est le même matériau, donc c'est toujours le zinc. On ne peut pas changer mu. Pour changer mu, il faut changer de matériau. Ceci est impossible. Donc, tout ce qu'on peut changer, c'est x. Alors, x ici, on a l'habitude de dire que x c'est l'épaisseur, parce que lorsque ce n'est pas précisé, on prend toujours le faisceau perpendiculaire à l'écran. Et lorsque le faisceau incident est perpendiculaire à l'écran, ça veut dire que le chemin parcouru ou bien la distance parcourue par les photons à l'intérieur de l'écran est égale à l'épaisseur de l'écran. Donc x est égal à E. Alors ici, dans cette relation, x n'est pas automatiquement l'épaisseur de l'écran. C'est la distance parcourue par les photons à l'intérieur de l'écran. Donc, lorsque le faisceau incident est perpendiculaire à l'écran, la distance, comme on l'a dit, est égale à l'épaisseur. Donc, x est égal à E. Mais on peut changer la valeur de x en gardant le même écran, en inclinant l'écran. Alors, dans ce cas-là, le faisceau incident n'est plus perpendiculaire à l'écran, et donc la distance qu'il va parcourir va changer. Donc, on va l'appeler x'. Alors, x' n'est pas égal à x, qui est l'épaisseur de l'écran. Donc, en fonction de l'angle d'inclinaison θ, on peut changer x'. Et lorsqu'on change cette distance-là, on peut modifier la transmission. Donc, dans notre cas, dans le deuxième cas ici, on aura la transmission I sur I0 égale à exponentielle moins mu fois x'. Ça veut dire que moins mu x' est égal à ln de I sur I0. Et donc, à la fin, on a x', c'est moins ln de I sur I0 sur mu. Donc, on doit avoir, pour avoir une atténuation de 15 16e ou bien une transmission de 1 16e, il faut que x' soit égal à 7,92 cm. Alors, pour avoir x' égal à 7,92 cm, il faut que θ soit égal à une certaine valeur qu'on doit calculer. Alors, d'après ce schéma-là, on a cosinus θ, c'est x, l'épaisseur de l'écran, sur x'. Donc, c'est x sur x'. Et donc, on va mettre ici, cosinus θ, c'est x sur x'. X, c'est l'épaisseur de l'écran, c'est 0,4. X', on l'a calculé, c'est 7,92. Donc, on obtient cosinus θ 0,05. Ça veut dire que θ doit être égal à 87,1 degrés. Ça veut dire que pour obtenir une atténuation ou bien un affaiblissement de 15 16e, il faut incliner l'écran de telle manière que l'angle θ soit égal à 87,5 degrés. 87,1 degrés. Maintenant, on va passer à la question numéro 6. Question numéro 6.
Alors, dans quelle proportion le flux de photons diminue? Alors, avant tout ça, on considère un alliage de cuivre et d'aluminium. Un alliage, c'est un mélange de deux métaux, ou bien de deux ou plusieurs métaux. Ici, l'alliage est constitué de cuivre et d'aluminium. Donc, on a 70% en volume de cuivre et 30% en volume d'aluminium. Donc, dans cet alliage, on fabrique, donc avec cet alliage, on va utiliser cet alliage pour fabriquer un écran que l'on va interposer devant un faisceau de photons monochromatiques d'énergie égale à 100 kV. Pour les photons de cette énergie, le coefficient d'atténuation linéaire du cuivre, c'est 4,5 cm-1 et celui de l'aluminium, c'est 0,5 cm-1. Dans quelle proportion le flux de photons diminue-t-il après son passage à travers l'écran d'épaisseur 1,4 cm? Donc, si on a un écran de cet alliage-là qui a une épaisseur 1,4 cm, on nous demande dans quelle proportion le flux de photons diminue-t-il. Ça veut dire on va calculer l'atténuation. Donc, on va revenir à la solution. Donc, d'abord, puisque c'est un alliage, le coefficient d'atténuation totale de l'alliage, c'est alpha, ça veut dire le pourcentage de cuivre dans l'alliage multiplié par le coefficient d'atténuation du cuivre, plus bêta, le pourcentage de l'aluminium, fois le coefficient d'atténuation de l'aluminium. Donc on a alpha, c'est 0,3 puisqu'on a 30% de cuivre, et bêta, c'est 0,7 puisqu'on a 70% d'aluminium. Et donc I sur I0, qui est égal à exponentielle moins mu fois x, devient égal à exponentielle moins alpha mu cuivre plus bêta mu aluminium fois x. En remplaçant les valeurs, donc on a alpha 0,7, mu du cuivre 4,5, bêta 0,3 et mu de l'aluminium 0,5 fois x c'est 1,4, on obtient à la fin 3,68%. Ça veut dire que la transmission c'est 3,68%. Nous, on veut la diminution ou bien l'atténuation. Ça veut dire le pourcentage de photons absorbés. Donc, c'est 100% moins 3,68%. Ça veut dire 96,32% ont été atténués. Exercice numéro 3. Donc, une particule alpha d'énergie cinétique de mégaélectronvolts a un parcours moyen de 3 micromètres dans un tissu biologique dont l'énergie moyenne par ionisation est oméga bar. Ça, c'est bar, hein? Ce n'est pas prime, c'est oméga bar. Est égal à 33 électronvolts. Calculez le TLE de cette particule. Donc, on a le TLE, c'est E sur L. Donc, si on veut le calculer en kiloélectronvolts par micromètre, donc on doit mettre l'énergie en kiloélectronvolts. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, puisqu'il n'a pas demandé l'unité. Donc, on a 2 fois 10 puissance 3 sur 3, on obtient 666,66 kiloélectronvolts par micromètre. Alors, deuxième question, combien de paires d'ions ont été créées sur ce parcours? Donc, le nombre de paires, I total, c'est E l'énergie sur oméga bar, l'énergie de la particule sur l'énergie moyenne d'ionisation. Donc, c'est 2 fois 10 puissance 6 sur 33, donc c'est 6,06 fois 10 puissance 4 paires d'ions. Troisième question,
déterminer pour la même particule le TLE dans un autre tissu biologique de masse volumique ρ2 égale à 1,3 g par centimètre cube si l'on suppose que la masse volumique du premier est de 1 g par centimètre cube. Donc nous on a la relation entre les TLE dans différents tissus et leur masse volumique. On a TLE1 sur ρ1 égale à TLE2 sur ρ2. Donc, on veut TLE dans le deuxième tissu. Donc, TLE2, c'est ρ2 sur ρ1 fois TLE1. Donc, en remplaçant les valeurs, donc TLE1, on prend ça, cette valeur-là. ρ2, c'est 1,3. ρ1, c'est 1. Il faut faire attention aux unités. Donc, à la fin, on va obtenir TLE dans le deuxième tissu, c'est 866,658 kEV par micromètre. Alors, dernier exercice, on a une particule d'énergie 5 MeV a un parcours dans l'eau L égale à 50 mm. L'énergie moyenne d'ionisation dans l'eau, c'est 32 électronvolts, donc c'est toujours en mégabar. Première question, calculer la DLI de cette particule dans l'eau. Il a précisé l'unité ici, en ionisation par millimètre. Alors, puisqu'elle est en millimètres, donc il n'y a pas de problème. Donc, la DLI, c'est le TLE sur oméga bar. Et le TLE, c'est E sur L, comme on l'a déjà dit ici. TLE, c'est E sur L. Donc, on a la DLI, c'est E sur L fois oméga bar. E, on doit le mettre en électronvolts, puisque oméga bar est en électronvolts. Donc, on a 5 fois 10 puissance 6 sur 50 fois 32, on obtient 3125 per dion créé par millimètre. Deuxième question, déterminer le nombre total d'ionisation créé par cette particule. Alors, le nombre total, c'est E sur oméga bar, ou bien c'est la DLI fois L. On peut la calculer de deux manières. Donc, on va trouver à la fin 156,25 fois 10 puissance 3 per dion. Donc, merci pour votre attention. Et on continuera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.